Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. En ce moment, nous sommes sur un livre d'Alphonse Daudet qui a été écrit en 1872, qui est Tartarin de Tarascon. Un livre plein d'aventures, de mésaventures aussi, de chasse. Et j'espère, si vous avez en tout cas loupé le début, c'est un homme un petit peu, qui aime s'inventer des histoires, qui aime s'inventer une vie. Mais cette fois-ci, il part. Cette fois-ci, il part à l'aventure, il part à la chasse, à la vraie chasse, la chasse au lion. Et nous sommes sur le bateau actuellement. Je m'en étais arrêtée à la page 67. Ma parole d'historien. Le pauvre tueur faisait pitié. Surpris tout à coup par le mal, l'infortuné n'avait pas eu le courage de desserrer sa ceinture algérienne, ni de se défubler de son arsenal. Le couteau de chasse à gros manche lui cassait la poitrine. Le cuir de son revolver lui meurtrissait les jambes. Pour l'achever, les bougonnements de Tartarin Sancho, qui ne cessait de geindre et de pester. « Imbécile, va, je te l'avais bien dit. Ah, tu as voulu aller en Afrique? Eh bien, la voilà l'Afrique. Comment la trouves-tu » Ce qu'il y avait de plus cruel, c'est que du fond de sa cabine et de ses gémissements, le malheureux entendait les passagers du grand salon rire, manger, chanter, jouer aux cartes. La société était aussi joyeuse que nombreux à bord du Zouave, des officiers qui rejoignaient leur corps, des dames de l'Alcazar de Marseille, des cabotins, un riche musulman qui revenait de la Mecque, un prince monténégrin très farceur qui faisait des imitations de Ravel et de Gilles Pérès. Pas un de ces gens-là n'avait le mal de mer, et leur temps se passait à boire du champagne avec le capitaine du Zouave, un bon gros vivant de Marseillais, qui avait ménage à Alger et à Marseille, et répondait au joyeux nom de Barbassou. Tartarin de Tarascon en voulait à tous ces misérables, leur guetter et redoubler son mal. Enfin, dans l'après-midi du troisième jour, il se fit à bord du navire un mouvement extraordinaire qui tira notre héros de sa longue torpeur. La cloche de l'avant sonnait. On entendait les grosses bottes des matelots courir sur le pont. « Machine en avant, machine en arrière !» criait la voix enrouée du capitaine Barbassou. Puis, machine, stop. Un grand arrêt, une secousse et plus rien. Rien que le paquebot se balançant silencieusement de droite à gauche comme un ballon dans l'air. Cet étrange silence épouvanta le Tarasconnais. « Miséricorde, nous sombrons !» cria-t-il d'une voix terrible, et retrouvant ses forces par magie, il bondit de sa couchette et se précipita sur le pont avec son arsenal. « Aux armes, aux armes !» On ne sombrait pas, on arrivait. Le Zouave venait d'entrer dans la rade, d'une belle rade aux eaux noires et profondes, mais silencieuses, morne, presque déserte. En face, sur une colline, Alger-la-Blanche, avec ses petites maisons d'un blanc mat qui descendent vers la mer, serrées les unes contre les autres. Une étalage de blanchisseuses sur le coteau du Meudon. Par là-dessus, un grand ciel de satin bleu. Oh, mais si bleu! L'illustre Tartarin, un peu remis de sa frayeur, regardait le paysage, en écoutant avec respect le prince monténégrin qui, debout à ses côtés, lui nommait les différents quartiers de la ville. La Casbah, la ville haute, la rue Babazoun. Très bien élevé, ce prince monténégrin, de plus connaissant à fond l'Algérie et parlant l'arabe couramment. Aussi Tartarin se proposait-il de cultiver sa connaissance. Tout à coup, le long du bastingage, contre lequel il était appuyé, le Tarasconnais aperçoit une rangée de grosses mains noires qui se cramponnaient par dehors.
Presque aussitôt, une tête de nègre, toute crépue, apparaît devant lui. Et avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, le pont se trouve envahi de tous côtés par une centaine de forbans, noirs, jaunes, à moitié nus, hideux, terribles. Ces forbans-là, Tartarin les connaissait. C'était eux, c'est-à-dire ils, ces fameux ils qu'il avait si souvent cherchés la nuit dans les rues de Tarascon. Enfin, ils se décidaient donc à venir. D'abord, la surprise le cloua sur place. Mais quand il vit les forbans se précipiter sur les bagages, arracher la bâche qui les recouvrait, commençait enfin le pillage du navire. Alors le héros se réveilla et, dégainant son couteau de chasse, « Aux armes! Aux armes !» cria-t-il aux voyageurs, et le premier de tous, il fondit sur les pirates. « Kezako, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez ?» fit le capitaine Barbassou qui sortait de l'entrepont. « Ah, vous voilà, capitaine. Vite, vite, armez vos hommes. »« Et pourquoi faire, bon Dieu ? Mais vous ne voyez donc pas ? Quoi donc ? Là, devant vous, les pirates. » Le capitaine Barbassou le regardait tout ahuri. À ce moment, un grand diable de nègre passait devant eux, en courant, avec la pharmacie du héros sur son dos. « Misérable, attends-moi !» hurla le Tarasconnais, et il s'élança la dague en avant. Barbassou le rattrapa au vol et le retenant par sa ceinture. « Mais restez donc tranquille, tronc de l'air. Ce ne sont pas des pirates. Il y a longtemps qu'il n'y en a plus de pirates. Ce sont des portefaix. Des portefaix. Et oui, des portefaix qui viennent chercher les bagages pour les porter à terre. Rengainez donc votre coutelas. Donnez-moi votre billet et marchez derrière ce nègre, un brave garçon qui va vous conduire à terre, et même jusqu'à l'hôtel si vous le désirez. » Un peu confus, Tartarin donna son billet et, se mettant à la suite du nègre, descendit par le tire-vieille dans une grosse barque qui descendait le long du navire. Tous ses bagages y étaient déjà. Ses malles, caisses d'armes, conserves alimentaires. Comme il tenait toute la barque, on n'eut pas besoin d'attendre d'autres voyageurs. Le nègre grimpa sur les malles et s'y accroupit comme un singe, les genoux dans ses mains. Un autre nègre prit les rames. Tous deux regardaient Tartarin en riant et montrant leurs dents blanches. Debout à l'arrière, avec cette terrible moue qui faisait la terreur de ses compatriotes, le grand Tarasconnais tourmentait fiévreusement le manche de son coutelas. Car, malgré ce qu'avait pu lui dire Barbassou, il n'était qu'à moitié rassuré sur les intentions de ces portefaix à peau d'ébène, qui ressemblaient si peu aux braves portefaix de Tarascon. 5 minutes après, la barque arrivait à terre et Tartarin posait le pied sur ce petit quai barbaresque où 300 ans auparavant, un Algérien espagnol nommé Michel Cervantes préparait, sous le bâton de la chiourne algérienne, un sublime roman qui devait s'appeler Don Quichotte. Invocation à Cervantes, débarquement, où sont les teurs? Pas de teurs, désillusion. Oh, Michel Cervantes Saavedra, si ce qu'on dit est vrai, qu'au lieu où les grands hommes ont habité, quelque chose d'eux-mêmes erre et flotte dans l'air jusqu'à la fin des âges, ce qui restait de toi sur la page barbaresque dut tressaillir de joie en voyant débarquer Tartarin de Tarascon, ce type merveilleux du français du Midi, en qui s'étaient incarnés les deux héros de son livre, Don Quichotte et Sancho Panza. L'air était chaud, ce jour-là. Sur le quai ruisselant de soleil, 5 ou 6 douaniers, des Algériens attendant des nouvelles de France, quelques morts, accroupis qui fumaient leurs longues pipes, des matelots maltais, ramenant de grands filets où des milliers de sardines luisaient entre les mailles comme de petites pièces d'argent. Mais à peine Tartarin eut-il mis pied à terre, le quai s'anima, changea d'aspect. Une bande de sauvages, encore plus hideux que les forbans du bateau, se dressa d'entre les cailloux de la berge et se rua sur le débarquant.
grands arabes tout nus, sous des couvertures de laine, petites maures, en guenilles, nègres, tunisiens, mahonnais, mzabites, garçons d'hôtel en tablier blanc, nous tous criant, hurlant, s'accrochant à ses habits, se disputant ses bagages, l'un emportant ses conserves, l'autre sa pharmacie, et dans un charabia fantastique, lui jetant à la tête des noms d'hôtels invraisemblables. Étourdi de tout ce tumulte, le pauvre Tartarin allait, venait, pestait, jurait, se démenait, courait après ses bagages, et ne sachant comment se faire comprendre de ces barbares, les haranguait en français, en provençal, et même en latin, du latin de Poursognac, Rosa, la rose, bonus, bona, bonum. Tout ce qu'il savait. Peine perdue. On ne l'écoutait pas. Heureusement qu'un petit homme vêtu d'une tunique à collet jaune et armé d'une longue canne de compagnon intervint comme un dieu d'Homère dans la mêlée et dispersa toute cette racaille à coups de bâton. C'était un sergent de ville algérien. Très poliment, il engagea Tartarin à descendre à l'hôtel de l'Europe et le confia à des garçons de l'endroit qui l'emmenèrent. Lui et ses bagages en plusieurs brouettes. Au premier pas qu'il fit dans Alger, Tartarin de Tarascon ouvrit de grands yeux. D'avance, il s'était figuré une ville orientale, féerique, mythologique, quelque chose tenant le mieux entre Constantinople et Zanzibar. Il tombait en plein Tarascon. Des cafés, des restaurants, de larges rues, des maisons à 4 étages, une petite place macadamisée, où des musiciens de la ligne jouaient des polkas d'Offenbach. Des messieurs sur des chaises buvant de la bière avec des échaudés, des dames, quelques lorettes, et puis des militaires. Et pas un teur, il n'y avait que lui. Aussi, pour traverser la place, se trouva-t-il un peu gêné. Tout le monde le regardait. Les musiciens de la ligne s'arrêtèrent et la polka d'Offenbach resta un pied en l'air. Les 2 fusils sur l'épaule, le revolver sur la hanche, farouche et majestueux comme Robinson Crusoe, Tartarin passa gravement au milieu de tous les groupes. Mais en arrivant à l'hôtel, ses forces l'abandonnèrent. Le départ de Tarascon, le port de Marseille, la traversée, le prince monténégrin, les pirates, tout se brouillait et roulait dans sa tête. Il fallut le monter à sa chambre, le désarmer, le déshabiller. Déjà, même on parlait d'envoyer chercher un médecin. Mais à peine sur l'oreiller, le héros se mit à ronfler, si haut et de si bon cœur que l'hôtelier jugea les secours de la science inutiles et tout le monde se retira discrètement. Le premier affût. 3 heures sonnaient à l'horloge du gouvernement quand Tartarin se réveilla. Il avait dormi toute la matinée, toute la nuit, toute la journée et même un bon morceau de l'après-midi. Il faut dire aussi que depuis 3 jours, la Chéchia en avait vu de rudes. La première pensée du héros, en ouvrant les yeux, fut celle-ci. « Je suis dans le pays du lion. » Pourquoi ne pas le dire? À cette idée que ces lions étaient là tout près, à 2 pas, et presque sous la main, et qu'il allait falloir en découdre. Oh, un froid mortel le saisit, et il se fourra intrépidement sous sa couverture. Mais au bout d'un moment, la gaieté du dehors, le ciel bleu, si bleu, le grand soleil qui ruisselait dans la chambre, un bon petit déjeuner qu'il se fit servir au lit, sa fenêtre grande ouverte sur la mer, le tout arrosé d'un excellent flacon de vin de Crescia, lui rendit bien vite son ancien héroïsme. « Au lion, cria-t-il en rejetant sa couverture, et il s'habilla prestement. Voici quel était son plan. Sortir de la ville sans rien dire à personne, se jeter en plein désert, attendre la nuit, s'embusquer, et au premier lion qui passerait, pan, pan. Puis revenir le lendemain, déjeuner à l'hôtel de l'Europe,
recevoir les félicitations des Algériens et fréter une charrette pour aller chercher l'animal. Il s'arma donc à la hâte, roula sur son dos la tente-abri, dont le gros manche monté d'un bon pied au-dessus de sa tête et raide comme un pieu descendit dans la rue. Là, ne voulant demander sa route à personne, de peur de donner l'éveil sur ses projets, il tourna carrément à droite, enfila jusqu'au bout les arcades Babzoun, où du fond de leur noire boutique, des nuées de juifs algériens le regardaient passer, embusqués dans un coin comme des araignées, traversa la place du théâtre, prit le faubourg et enfin la grande route poudreuse de Mustapha. Il y avait sur cette route un encombrement fantastique. Omnibus, fiacres, corricolos, des fourgons du train, de grandes charrettes, de foins traînés par ces bœufs, des escadrons de chasseurs d'Afrique, des troupeaux de petits ânes microscopiques, des négresses qui vendaient des galettes, des voitures d'Alsaciens émigrants, des spahis en manteau rouge, tout cela défilant dans un tourbillon de poussière au milieu des cris, des chants, des trompettes, entre deux haies de méchantes baraques où l'on voyait de grandes mahonnaises se peignant devant leurs portes, des cabarets pleins de soldats, des boutiques de bouchers, des carisseurs. Qu'est-ce qu'ils me chantent donc avec leur Orient, pensait le grand Tartarin. Il n'y a pas même tant de teurs qu'à Marseille. Tout à coup, il vit passer près de lui, allongeant ses grandes jambes et rengorgé comme un dindon, un superbe chameau. Cela lui fit battre le cœur. Des chameaux déjà ? Les lions ne devaient pas être loin. Et en effet, au bout de 5 minutes, il vit arriver vers lui, le fusil sur l'épaule, toute une troupe de chasseurs de lions. « Les lâches !» se dit notre héros en passant à côté d'eux. Les lâches, alliés aux lions par bande et avec des chiens, car il ne serait jamais imaginé qu'en Algérie, on pût chasser autre chose que le lion. Pourtant, ces chasseurs avaient de si bonnes figures de commerçants retirés, et puis cette façon de chasser le lion avec des chiens et des carnassiers était si patriarcale que le Tarasconnais, un peu intrigué, crut devoir aborder un de ces messieurs. Et autrement, camarade, bonne chasse ? Pas mauvaise, répondit l'autre en regardant d'un œil effaré l'armement considérable du guerrier de Tarascon. Vous avez tué ? Mais oui, pas mal. Voyez plutôt. Et le chasseur algérien montrait sa carnassière toute gonflée de lapins et de bécasses. Comment ça, votre carnassière ? Vous les mettez dans votre carnassière ? Où voulez-vous donc que je les mette ? Mais alors, c'est des tout petits. Des petits et puis des gros, fit le chasseur. Et comme il était pressé de rentrer chez lui, il rejoignait ses camarades à grande enjambée. L'intrépide Tartarin en resta planté de stupeur au milieu de la route. Puis, après un moment de réflexion, se dit-il, ce sont des blagueurs, ils n'ont rien tué du tout. Et il continua son chemin. Déjà, les maisons se faisaient plus rares, les passants aussi. La nuit tombait, les objets devenaient confus. Tartarin de Tarascon marcha encore une demi-heure. À la fin, il s'arrêta. C'était tout à fait la nuit. Nuit sans lune, criblée d'étoiles. Personne sur la route, malgré tout. Le héros pensa que les lions n'étaient pas des diligences et ne devait pas volontiers suivre le grand chemin. Il se jeta à travers champs. À chaque pas, des fossés, des ronces, des broussailles. N'importe. Il marchait toujours. Puis, tout à coup, halte. Il y a du lion dans l'air par ici, se dit notre homme. Et il renifla fortement de droite et de gauche. C'est ici que s'achève notre édition de Voyage au bout de la nuit, en compagnie de Alphonse Daudet et de Tartarin de Tarascon. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos histoires, vos messages avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne nuit. À bientôt.